Accessoirement politique pour avoir occupé certaines fonctions dans l'appareil de l'État. Lorsque j'ai été contacté pour pouvoir parler de ces sujets, qui étaient plutôt des sujets par rapport à l'alternance, mes convictions personnelles, l'éthique, m'ont conduit à pouvoir dire que ce n'était pas possible que je parle de l'alternance si l'issue de l'alternance n'est pas le bonheur du peuple. Et par conséquent, je devais parler plutôt de la faillite du système démocratique congolais et faire quelques propositions alternatives. Et la proposition majeure qui est la mienne, que je suis en train de construire depuis un certain temps, s'appelle le manifeste de la 4e République. Je propose une autre République qui soit complètement différente, qui soit la photographie de ce que nous sommes, d'où nous venons dans la période précoloniale, de nos entités, comment elles étaient gouvernées, et puis en modernisant les systèmes et en se propulsant vers l'avenir, et en sortant du mimétisme. Il n'existe pas de peuple qui avance selon qu'il singe totalement un autre peuple. Il en va ainsi de tous les pays d'Asie aujourd'hui qui sont en train d'avancer, qui étaient au même niveau que nous. Aujourd'hui, ils sont largement en avance parce qu'ils ont eu un modèle social qui fait que, même en ayant été colonisés, ils n'ont pas adopté totalement ce qu'on leur a apporté et leur bien-être passe par la quête dans les scores et de l'histoire de ce qu'ils sont exactement. Alors, pour les sujets du jour, un petit bilan assez rapide sur l'évaluation de la Constitution de 2006 issue de l'accord de Sun City qui a fait qu'on puisse ériger la 3e République, ses fondations, ses structures qui sont complètement inopérantes. Inopérantes pourquoi? Parce que la question qui est posée, qui est une question philosophique profonde, qu'on pose à chaque cité, la Rome antique, la Grèce antique, Athènes, les philosophes se réunissent pour dire voilà, quelle est la quête qui est celle de ceux qui réfléchissent pour la cité. La quête de ceux qui réfléchissent pour la cité, c'est le bonheur du peuple. C'est le bonheur du peuple. Ce n'est pas dans les jeux simplement, participer à une activité de sorte à être un participant. C'est comment accéder à ce bonheur. Et alors là, il y a un triptyque qui nous est proposé par Socrate, qu'on tient de la bouche de Platon, qui dit raison, vertu, bonheur. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'il faut absolument chercher des règles raisonnables qui soient liées à ce que nous sommes réellement, qui nous parlent, qui soient des règles justes, parce qu'elles sont raisonnables. Mais ces règles ne peuvent être portées que par des gens vertueux. Si les gens vertueux portent les règles raisonnables, on a la garantie du bonheur de la cité. Parce qu'il ne s'agit pas de quelqu'un qui a la quête de son bien-être. La quête première, c'est le bien-être de tous. Et le bien-être de tous passe par les règles raisonnables. Est-ce que nos règles actuelles qui fondent la RDC sont-elles raisonnables? À mon sens, non. C'est vrai qu'il y a un corpus de règles internationales que nous connaissons tous, que nous avons signé et ratifié en 1966. Il s'agit ici des droits civils et politiques, Nations Unies, et puis des droits socioculturels et économiques. Ce sont les corpus basiques qu'on trouve dans toutes les constitutions. Mais à côté de cela, il faut absolument organiser la structure du pays. Quel type d'administration, quel type de fonctionnement, en regard de nos vérités, de nos origines, de notre fonctionnement, pas en faisant un mimétisme payant. Et on constate qu'effectivement, pour une population qui est presque aux 3/4 analphabète, presque les quarts restants, la moitié est semi-lettrée, et l'autre demi-quart restant, c'est des connaissances approximatives. Alors, on s'affube d'une constitution ultra complexe avec plusieurs étages, et que finalement on ne comprend pas ce qu'il faut faire, et on ne peut pas arriver au bonheur de la cité, malheureusement. Et cela dit, la pensée, comme dit Camus, dans les mythes décisifs, doit toujours précéder
l'action. Nous avons pensé et nous proposons qu'effectivement il y a une possibilité de mettre en action notre pensée. Alors notre pensée ici se compose en 3 parties. Il y a la première partie, je parle du mode scrutin qui va définir les citoyens lui-même, c'est lui qui doit participer à son bien-être, à son avenir. Et puis je parle de l'élaboration du projet congolais national, en mémoire de mon ami philosophe Kamana, d'heureuse mémoire que j'ai perdu, avec qui on travaille sur ces projets, malheureusement il est parti. Et je suis en train de voir aussi avec d'autres philosophes actuellement comment est-ce qu'on peut revenir sur ces fondations extraordinaires pour proposer un modèle sui generis, qui soit un modèle congolais, les projets congolais, qui n'existaient pas. La plupart des pays ont des projets par rapport à leurs entités, à leur pays, des projections sur 20 ans, sur 30 ans, sur 50 ans. Nous, on n'en a pas. Tous les partis politiques ont des projets de société, prendre les pouvoirs, les conserver et les gérer. Voilà, c'est ça le projet en gros. Et le bonheur de tout ce qui vient de dire s'il n'existe pas. Et puis enfin, je présenterai dans la troisième partie, assez rapidement, ça ne sera pas très redondant, ce sont des choses assez pratiques, sur les mécanismes mis en œuvre de ces projets nationaux. Sur la première partie est liée par rapport aux citoyens à l'article 5, tel qu'est formulé par notre Constitution, qui veut que la souveraineté nationale appartient au peuple, tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement parfois des référendums ou d'élections et indirectement par ses représentants. Très bien, c'est dit. Qui, dans la cartographie que je vais les tracer au niveau des 80% de la population congolaise, ait connaissance en profondeur de cette approche? Il me semble que non. La plupart de nos concitoyens ne savent pas qu'effectivement tous ces droits leur sont conférés par la Constitution. Et alors, je propose de reformuler l'article 6, dans son alinéa premier, qui permettra de pouvoir revenir un peu à ce que nos pères de l'indépendance avaient confectionné en 1964. La Constitution de 1964 propose 2 partis politiques. Mais ça n'a jamais été appliqué. Pourquoi des partis politiques? Parce qu'ils se basent aussi sur ce que nous sommes. Dans chaque village, dans chaque groupement, dans chaque localité, dans chaque royaume, dans chaque empire, dans l'espace RDC, on n'a pas eu 3 tendances. Une tendance plus une petite tendance dissidente qu'on doit écouter. Ça a toujours été comme ça. Ce qui fait que si nous proposons 2 formations politiques, ça permet la lisibilité pour n'importe quel électeur de savoir que au mandat passé, j'avais voté pour la liste rouge. Je n'ai pas eu gain de cause par rapport à ce que j'espérais. À ce mandat-ci, je voterai pour la liste bleue. Parce que je n'ai pas eu ce que je voulais. Et alors, comment se passerait ce mode de scrutin? Majorité simple. C'est-à-dire que l'élection est limitée aux candidats présidents de la République et des députés nationaux. Ça marche déjà ailleurs en Afrique. Il y a un candidat président avec toute sa liste de députés nationaux. 145 territoires, et puis je ne sais pas combien de circonscriptions, puisqu'il faut regarder aussi les circonscriptions des grandes villes. Dans chaque circonscription, je vais prendre un modèle simple qui est beaucoup plus pratique pour moi, c'est les territoires de Louisa où je suis originaire. Il y a 4 sièges. Il y a 120 électeurs, 120 000 électeurs. La campagne électorale qui est financée par l'État et personne n'a le droit de sortir un sou de sa poche. Et je vais vous dire pourquoi par la suite. La campagne électorale qui est financée par l'État fait que les 2 formations politiques ont pour vocation d'afficher leur programme en 10 points. En 10 points, sur le plan de la circonscription et sur le plan national, qu'ils affichent en langue nationale. De sorte à ce que les peuples de la circonscription viennent lire, voilà, dans 5 ans, quand on aura terminé notre mandat, vous aurez ça, ça, ça et ça. 10 points. Très bien. L'autre camp fait la même chose.
Au final, quand on est face à l'urne, il y a deux choix. Deux. Il n'y a pas 300 candidats, 1000 candidats, 100 000 candidats, comme l'actualité là. Non, il y a deux choix. Il y a les cartons qui vont vers la liste rouge portée par un chef de file qui sera candidat président de la République, et puis la liste bleue. On fait son choix, on dit voilà, je prends bleu, je mets, ou je prends rouge, je mets. Le dépouillement est simple. Si on a 60 001 voix sur les 120 000, si tout le monde a participé, ça donne pour les 4 sièges au parti qui a eu ces maximums, cette majorité minimale. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? On fait la sommation de toute la République. Donc dans la soirée, comme dans tous les pays du monde, dans la soirée, on sait quel est le parti politique qui a gagné les élections et qui est déjà président de la République. Tout le monde le sait. Parce que c'est simplifié, c'est à la hauteur de nos compétences intellectuelles, à la hauteur de notre éducation. C'est simplifié et puis en même temps, c'est en conformité avec nos origines. En sorte que, terminer l'élection, on sait qui est président et quelle est la majorité. Et le Parlement doit être un peu sur le modèle anglais. C'est-à-dire qu'on a une chambre composée de 2 partis politiques qui sont face à face. Et j'ai inclus une petite interdiction des permutations ou des transhumances pendant 10 ans. Vous faites partie d'une formation politique, vous avez été élu en tant que tel ou pas élu du tout. Vous devez absolument rester dans votre formation politique pendant 10 ans avant de changer de camp. Parce qu'après tout, soit vous êtes nationaliste conservateur, soit vous êtes nationaliste progressiste, donc socialiste, ce qui est le cas de la plupart des partis politiques en RDC, mais qui ne sont pas ensemble, qui sont séparés. C'est quand même aberrant pour ceux qui veulent copier totalement un modèle occidental. Ils sont tous socialistes, ils se retrouvent lorsqu'ils doivent se réunir dans l'international socialiste à l'extérieur, mais quand ils rentrent au pays, ils sont opposés, ils ne sont pas, il y a ceux qui sont dans la majorité, d'autres qui sont dans l'opposition. Donc pour éviter cet aspect-là, il faut absolument faire en sorte que ce soit, qu'on garde sa position pendant les 5 ans de la mandature suivante. Et pendant cette période-là, les candidats malheureux qui n'auraient pas gagné l'élection présidentielle seraient les chefs de l'opposition. C'est lui qui sera en permanence en train d'interagir avec celui qui a gagné, derrière lui ses troupes, et faisant face à face. On a la clarté de la politique amenée à la fois par rapport au programme qu'on attend l'exécution et l'identification des forces politiques en présence, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et viendra par la suite, j'ai parlé du mode de scrutin, de la souveraineté plutôt, du mode de scrutin aussi. Et je vais descendre au niveau des provinces, mais pour descendre au niveau des provinces, il faut d'abord que je puisse déterminer les plans stratégiques de développement. Chers amis, un politique qui se réveille au matin, qui a été élu, qui est bombardé ministre, n'a pas de plan stratégique de développement. Ça n'existe pas. Nous rêvons debout. Je vais arriver, je vais changer. Je vais les faire comment? C'est impossible. D'où la plupart des pays, des grands pays, ont mis en place des mécanismes que nous avons eus dans le passé. Le commissariat général au plan, qui a été mieux aujourd'hui un ministère du plan, qui ne doit pas être un ministère, qui doit être un commissariat qui confectionne les projets nationaux et les projets provinciaux. En ce sens que ces projets nationaux prennent en charge l'essentiel des activités qui permettent de pouvoir se projeter. J'ai travaillé là-dessus pendant des années, puisqu'il fallait voir la conformité avec notre plan stratégique national de développement avec celui de la SADC, on devait l'aligner, quand je m'occupe encore de ces matières. Il s'avère que nous avons des très bons plans stratégiques de développement. Et quand on a fini de confectionner ces plans stratégiques de développement par le commissariat général au plan, au sein duquel ne contient que les grands experts de la République de chaque domaine, environnement, électricité, tout ça, des grands experts de la République, qui doivent être payés comme leurs collègues selon les standards internationaux. Cette réforme s'appelle la réforme
qualitative qui a été expérimentée en Chine, en Corée du Sud, au Vietnam. En tout cas, tous les dragons ont expérimenté cette réforme. C'est-à-dire que vous choisissez les meilleurs enfants de la République, vous leur conférez le travail de confectionner un projet national de développement, d'abord global, et puis séquencé province par province. Quand ils ont fini leur travail, ils soumettent ce travail pour la mise en œuvre au département ministériel et aux provinces. Parce que le projet de développement du Congo central ne serait pas le même avec celui de l'Équateur. Celui de l'Équateur ne serait pas le même avec celui du Haut-Katanga, en fonction des réalités qui sont celles de chaque territoire. Et par conséquent, fini les stades au niveau national de la prise en charge de ces projets, on descend au stade des provinces. Chers amis, nous sommes la risée du monde entier. Ce que nous vivons ici correspond à la théorie des apparences qui nous avait été déclarée par Galilée après les travaux de Copernic et Vucevich. Croyant que la Terre est plate, elle n'était pas plate. Nous croyons que cette démocratie nous conduira vers le développement, elle ne nous conduira pas. Ça s'appelle la théorie des apparences. Nous sommes là, très contents, élection, nous chantons, nous dansons, et puis, 5 ans plus tard, rien. Bis repetita, on y va de nouveau, et puis rien. La théorie des apparences. Nous entrons dans cette activité avec énormément de chaleur, de plaisir, de bagarres et tout ça, d'insultes. On mobilise toute l'énergie sale et propre pour pouvoir aller vers une élection qui n'a pas d'issue favorable pour le bien-être de la cité. Ce que nous avons vécu de 2006 à aujourd'hui, c'est l'augmentation au fur et à mesure de l'anarchie. Un peu d'anarchie aujourd'hui, un peu plus demain, un peu plus encore après-demain. On se marche maintenant sur les pieds, on jette les poubelles dans la rue, on marche sur les poubelles. C'est quasi naturel. Tout le monde insulte tout le monde, c'est naturel. Et puis il y a un élément que je voulais signaler lorsque je parlais du choix du peuple et du refus total qu'un individu, qui que ce soit, puisse mettre la main à la poche pour faire une élection. Les constats amers qui est les nôtres et lesquels est élu, c'est lui qui a de l'argent. Les milliardaires sont élus d'office. Et quand vous regardez tous ces milliardaires-là, sont passés par la case État pour fonctionner dans les caisses de l'État. Et c'est ce qui fait leur fortune. Est élu les saltimbanques et tous ceux qui ont la notoriété nocive. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps à la télévision, dans la rue, à insulter, à attaquer, à mépriser. Ils sont ultra célèbres. Pourquoi sont-ils célèbres? C'est parce qu'on a mis le peuple dans une situation de précarité intellectuelle, que la nourriture qu'on lui donne, la seule qui puisse lui satisfaire, c'est l'insulte. Et ça devient la danse de l'insulte, la kermesse de l'insulte, la foire aux insultes. Et par conséquent, celui qui insulte le plus, c'est celui qui a la notoriété et c'est celui qui a des voix. Vous avez des gens à Kinshasa, après 1000 insultes, ils se promènent avec leur missel d'insultes, et finalement ils se trouvent élus avec 50 000 voix. Je dis, ah bon? Alors il faut qu'on s'y mette aussi à insulter pour avoir les voix. C'est la seule option. Les meilleurs élus de la République, regardez très bien, soit ils ont été multimillionnaires, soit ils ont été les plus grands insulteurs de la planète. Voilà, ce sont les deux mamelles qui permettent d'accéder à la responsabilité en RDC. Et ça, on doit bannir l'argent et la notoriété nocive. Ce qui fait que l'enfant du pauvre qui a fait sa philosophie dans votre université ou à l'UCC ou ailleurs n'ira jamais au sommet de l'État. Pourquoi? Il n'a ni argent, ni son petit missel d'insultes. Donc il est relégué à être juste un porte-mallette, un scribe quelque part dans un ministère. Maintenant, si on organise la chose de la façon suivante, on doit sélectionner de manière précise, en termes de compétences, de capacités, pour pouvoir entrer au parti politique et être dans la structure qui gère le parti. On n'y entre pas parce qu'on a de l'argent, on n'y entre pas parce qu'on a la notoriété, on y entre parce qu'on a la compétence.
c'est le modèle chinois. En Chine, on a remplacé l'empire par les comités centrales. Par les comités centrales. En sorte que ce qui était prévu pour les nobles pendant l'empire est transposé sur chaque individu en Chine. N'arrive au comité central que les meilleurs enfants qui a fait son parcours de l'école primaire, secondaire, universitaire avec les compétences requises, il arrive au comité central. Autrement, on n'y arrive pas. Milliards d'autorités ne permettent pas d'accéder à cette possibilité-là. Donc, allant vers la conclusion, je pensais que j'avais un peu plus de temps comparativement à la collègue précédente. Bon, on me dit qu'il faut favoriser. Bon, voilà, je vais synthétiser. Bon, ben, je vais pas. Voilà. Je pense avoir 30 minutes. Bon, il me reste peut-être 2, 3, 4 minutes, 5, disons. Mais les sujets étaient intéressants, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est un sujet qui est contre nature par rapport à la réalité, mais je sais que intrinsèquement tout le monde se sent concerné sans me dire un mot. Bon, bref, le comité central chinois ne permet pas la moindre option à quelqu'un qui n'a pas eu de compétences avérées depuis l'école primaire, secondaire et universitaire pour y accéder et gérer la Chine. C'est pour ça que Mao avait dit « J'ai fait les socialismes scientifiques ». Les gens n'avaient pas compris ce qu'il voulait dire. Il avait dit « Dans 50 ans, nous allons dominer le monde ». Il a programmé les projets chinois. C'est que je réclame ici les projets congolais. Et alors, quand on aura fait tous ces projets, d'abord les projets congolais par le plan stratégique du commissaire général au plan, on reviendra au niveau des provinces, chaque province avec son projet, et chaque ministère aura son cahier de charge pour mettre en œuvre les projets séquencés au niveau national par le commissaire général au plan. Au niveau des provinces, voilà la proposition révolutionnaire. Nous devons mettre de côté cette histoire des originaires et tout ça. C'est une bêtise monumentale. Parce que j'ai vu, par exemple, dans notre espace Kasaï, les Kasaï orientales fait partie des territoires qui ont produit énormément d'intelligence. Énormément. Comme d'autres provinces, bien entendu, mais je parle spécifiquement de ces coins-là. Je ne suis pas de là, mais j'en parle parce que je connais énormément de gens qui sont profs dans les universités en Occident, qui ont fait des recherches et tout ça, des gens très importants. Mais il s'avère que ça va faire, depuis 2006 qu'on n'a pas eu un gouverneur, il y a le profil requis par rapport à cette province. C'est pas normal. C'est sur base de la notoriété. La notoriété, simplement. L'argent, la notoriété. Ces pays nous appartiennent, on ne peut pas avoir foi pour dire certaines choses. Nietzsche nous dit, en ce qui concerne les choses sérieuses, j'ai appris à ne pas être conciliant. C'est comme ça. Je sais que la contradiction est décidée de votre culture, on peut me contredire, je suis prêt à pouvoir l'écouter pour avoir l'idée la plus précise sur mes propres imperfections. Mais néanmoins, ici, en ce qui concerne ces plans stratégiques, alors, je vais clôturer en donnant juste les modus operandi. Les commissaires généraux au plan prévoient chaque territoire, chaque province avec son plan. On invite les gens à pouvoir souscrire à être gouverneur de province selon leur capacité à interpréter les projets de développement provincial et à les mettre en œuvre. Ils passent un concours devant un jury qui écoute, qui prend en charge de leur situation et qui soumet les 3 personnes réunies au Conseil des ministres qui lui, par la suite, l'envoie au Parlement. Arrivé au Parlement, toute la RDC doit regarder nos 3 prétendants à gérer la province. 1, ils ne sont pas originaires, parce que quand on est originaire, on va favoriser son territoire d'origine, son clan d'origine, on le sait. Je le sais pourquoi, je suis de Luisa. Luisa n'a jamais été à la tête de la province du Kasaï occidental, ni central aujourd'hui, depuis 1960. Parce que nous sommes minoritaires. Et par conséquent, on n'aura pas cette chance-là. Les compétences ne suffisent pas, c'est la majorité du nombre, et éventuellement la majorité financière et des salles des membres. Bon, bref. Pour revenir à ça, dès que vous placez les 3 impétrants devant les parlements, donc nous, avec nos télévisions, en train de regarder, c'est lui qui va dire comment il mettra en œuvre les projets de développement stratégique de la province
c'est celui-là qui gagnera. Et quand il aura gagné, on aura des annualités pour évaluer si effectivement, au bout d'un an, a-t-il appliqué, oui ou non. Voilà comment est-ce que les pays se développent. Parce qu'un gouverneur de province n'a pas les compétences, les capacités de confectionner un projet de cette nature-là, aussi ambitieux, aussi technique. On est dans la transition énergétique, on est dans des paradigmes qui bougent aujourd'hui avec le Sud global. Bon, bref, qui aujourd'hui parmi les prétendants ont accès à cette connaissance? Certes, ils ont accès à la population par la notoriété et l'argent, mais ils n'ont pas accès à la connaissance. Et ils ne peuvent pas transformer la société. Donc, laissons aux spécialistes du commissariat général au plan de proposer ces plans-là, sollicitons de ceux qui ont des prétentions pour pouvoir gérer le pays, de passer par des vers nous, les expliquer, démontrer leurs compétences, et par suite, on choisira qui sera le meilleur pour gérer le Congo central, ou Kinshasa ou ailleurs. Voilà un peu présenté de manière schématique mon projet du manifeste de la 4e République, qui va complètement pulvériser l'amusement qu'on a eu depuis 2006, et je dirais même depuis 1965. Parce qu'on a évacué la constitution des Kananga pour la remplacer par la gestion par ordonnance du chef de l'État jusque dans les années 97. Bon, bref, je pense que si nous avons le courage de faire cette révolution intellectuelle, structurelle, ces pays pourront s'en sortir. Autrement, nous allons assister à la déflagration, démolition de ces pays, à sa dislocation, parce que ce que nous faisons maintenant, c'est juste la bêtise vertueuse. J'ai dit, je vous remercie. Merci beaucoup pour la parole. Je suis Rémi Bey, étudiant en Master 1. Ma question s'adresse à M. Guillaume. Vous nous avez présenté de manière plus pratique un projet pour stimuler le développement du pays, sinon de la RDC. À vous entendre parler, vous semblez soutenir une révolution dans le système politique congolais. Quand ces projets pourraient-ils se mettre en place, puisque les conférenciers vous évancés ont montré que les partis politiques actuels n'ont pas un projet de société. À mon sens, qui pourrait réaliser ces projets? Mais sinon, ces projets ne seraient-ils pas un mythe? Et à l'honorable Solange, vous avez souligné que la représentativité féminine constitue un des facteurs de la faillite du système démocratique congolais. Cependant, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour favoriser cette représentativité massive des femmes? Et que fait une femme dans l'administration de la société, d'autant plus que celles qui sont dans les gouvernements n'offrent pas un témoignage patent dans la construction du système démocratique congolais. Pour la parole, je m'appelle Bati Debadou. Question, pas d'exposé, hein? Oui, je suis chercheur en anthropologie. Ma question s'adresse à Manjolo. Comment intégrer en opérationnel, dans la mesure du possible, la problématique de la femme telle que soulevée par Madame l'Honorable? Si un jour, comme l'a dit les modérateurs, les mythes deviendraient réels dans l'application de votre manifeste du projet congolais. Car ces projets cherchent à rompre un peu le mimétisme qui caractérise jusqu'à présent notre système, la faillite de notre système démocratique et notre bêtise vertueuse, comme vous l'avez bien souligné. Merci beaucoup. C'est Daniel Loubota, étudiant en étymologie. Je m'adresse à l'honorable Manjolo. Honorable,
la majorité de ceux qui sont massivement votés adoptent un langage nuisible que vous appelez missel d'insulte. Alors, par exemple, qui dans ces pays, après avoir utilisé les insultes, avaient été massivement votés? Et si vous allez me parler du président de la République actuelle, vous le savez qu'il n'a pas été voté. Et aujourd'hui, dans son discours, il cherche à ce que la population congolaise puisse lui accorder le second mandat. Pourtant, le premier ne lui a pas été donné par le peuple congolais. Alors, quelle est la cohérence de son discours? Merci. Monsieur Guillaume est avocat, écrivain et essayiste. Il est aussi philosophe, c'est aussi un politique. Il est ministre d'État, ministre d'État honoraire en charge de la coopération internationale, de l'énergie régionale et de la francophonie. Il est aussi auteur de plusieurs ouvrages, notamment La révolte métaphysique d'un jeune Congolais. Voilà, vous avez la parole pour 2 questions. Merci, bon, je pense que c'était même pas nécessaire toute cette présentation. C'est de la part du bureau scientifique. Ah d'accord. Oui, je vais répondre assez rapidement. Comme on est dans une journée scientifique, faire un effort pour pouvoir coller aux idées quelques principes clés qui viennent des anciens qui ont travaillé sur le sujet. Et Rémi me dit, est-ce que ces projets des mythes, un peu pour paraphraser le professeur Mayola, j'ai dit que appeler un projet, une pensée, un mythe, c'est de connaître ce que nous vivons. Est-ce que la misère que nous vivons actuellement est un mythe? C'est une réalité. À cette réalité misérable, de souffrance, et là on a Kinshasa, on ne parle pas des provinces, des coins. Chez moi, j'ai vu les gens se promenant avec la chemise, juste la partie avant, pas la partie arrière. Et c'est une réalité de chez nous actuellement. Ce n'est pas un mythe, c'est une vérité. Les penseurs, ce sont les médecins des arts qui apportent des solutions aux cités. Il appartient maintenant à la cité elle-même de se prendre en charge pour transformer. Il y a une révolution du cerveau qui peut, on va dire, je ne suis pas un singe, je ne dois pas accepter tel office, mais plutôt tel autre. Il y a eu des jeunes garçons ici dans cette république qui s'appelle la RDC, dans les années 50, parmi lesquels était un certain Patrice Emery Lumumba, qui a eu l'opportunité, sans faire de grandes études, de lire les textes des révolutionnaires, notamment Marx. Il y a trouvé énormément de pensées qui n'étaient pas conformes avec ce que les colons faisaient. Ils sont, avec leurs camarades, décidés de modifier les choses. C'était un mythe pour les colons. Un grand mythe. Les colons avaient prévu de tenir le pays jusqu'en 1980. Les verrous a sauté en 60. Pourtant, ils avaient l'armée, ils avaient tout. La pensée, les verbes, c'est le point de départ d'une réflexion pour assumer ce qu'on est, modifier les cours des choses. On ne modifie pas les cours des choses sur base des pratiques au quotidien. On modifie les choses en fonction de la pensée. C'est que Bakounine nous dit, c'est un anarchiste russe, qui ne peut comprendre la révolution que celui qui a étudié, qui a compris, qui a maîtrisé les textes. Étant dans une faculté qui parle philosophie, qui parle théologie, j'espère vivement qu'on puisse être sur la même longueur d'onde par rapport à ça. Il n'y a que les mots qui construisent les cités et non les actes. Les actes, souvent, c'est de l'ordre de l'animalité si ils ne sont pas précédés par les mots bien structurés. Les concepts et les procédures mises en place. J'ai beaucoup aimé ce que ma soeur a dit tout à l'heure à propos des femmes, d'une philosophe qui explique que cette idée des quotas ne sera pas bonne, il sera plutôt cette corporéité humaine à mettre en place pour dire vous êtes égaux
aller en compétition sans pour donner faveur à X ou Y, mais que les meilleurs gagnent. Aujourd'hui, en Occident, c'est ce qu'on voit. Toutes les facultés sont inondées de filles qui réussissent mieux que les garçons. Ça avance, c'est comme ça. Ce sont les textes. On a eu les Simone Veil dans les années 50, 60 et tout ça, qui ont fait énormément de choses, qui ont fait qu'il y a une modification des populations de femmes qui ne votaient pas, qui finalement votent, vont à la banque, sont aussi élues. Ce sont les textes, ce sont les pensées. Il y a eu un certain Montesquieu qui a parlé de la séparation de pouvoir. Est-ce que c'est le souverain qui l'avait demandé? Non, c'est la pensée. Ah mais non, mais c'est utopique, comment ça parle de pouvoir? Arracher du souverain de son pouvoir de décider, de légiférer? Jamais! Ça ne se fera pas. On l'a fait. Il y a eu Hobbes, le Léviathan, qui pendant la Révolution anglaise a dit comment est-ce que je peux me proposer pour qu'on ne puisse pas atténuer la puissance du roi. Il a introduit les Léviathans en disant écoutez, on laisse le pouvoir entre les mains du roi, mais accorde-nous au moins de nous protéger. Parce que la conservation de la nature, de notre espèce de nous, exige qu'on limite la force des uns des autres, mais on est prêt à payer pour ça, pour sortir de l'état de nature. Ce texte a permis à un autre philosophe, John Locke, d'écrire les gouvernements civils 1 et 2. Les gouvernements civils 2 a été récupéré par Jefferson aux États-Unis, et c'est sur cette base-là qu'il a rédigé l'acte de l'indépendance des États-Unis d'Amérique, qui était à la fois occupé par la puissance française, anglaise. Et finalement, il retire mot à mot, le Bill of Rights américain prend mot à mot les textes de John Locke dans les gouvernements civils 2. Nous, peuple américain, décidons d'être libres, la liberté la plus absolue. Personne ne peut nous contraindre à part Dieu. Donc nous décidons à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de couronne. Ce sont les idées. Et par conséquent, si vous mettez de côté les idées pour promouvoir les pratiques habituelles, qui sont des pratiques néfastes et nocives pour la santé d'une nation, c'est que nous méconnaissons, y compris notre rang d'homme. Comment est-ce qu'on peut dire que ce sont des idées, c'est rien, c'est l'utopie, alors que nous croupissons dans la misère? Et que cette misère n'a pas pour solution autre que les textes. Et les textes qui soient en harmonie avec ce que nous sommes. La question qui était posée par M. Dodoni, donc je réponds en même temps, parce que bon, c'est un philosophe avec lequel je travaille depuis quelques temps, il connaît ma position. C'est-à-dire qu'ici, comment rendre opérationnel? Nous avons une grande difficulté dans notre pays parce que, au niveau des partis politiques, il n'y a pas de penseurs. Il y a des militants, des propagandistes. Il n'y a pas de penseurs. Un parti est censé avoir un penseur, d'ailleurs, qui dit, voilà, comment est-ce qu'il faut orienter la vie sociale, qui fait des projections sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, parce qu'il sait, il a la lecture des paradigmes et des mutations. Il sait où placer les curseurs à un moment donné. Nous avons été la centralité du monde plusieurs fois. Un, avec le caoutchouc. Quel est ce parti politique qui en parle dans ce pays en disant, puisque nous avons subi le massacre de Léopold II, des 25 millions d'habitants en 1885, en 1906, on était à 12 millions, la moitié décimée, premier génocide. Qui en parle? Ce sont les réalités, d'autres en parlent par nous, parce qu'il n'y a pas de penseurs qui injectent ça dans la pensée politique, et finalement on ne comprend pas notre passé. Il y a eu l'uranium, qui a permis de pouvoir arrêter la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, avec les deux bombes, Hiroshima et Nagasaki. Il y a aujourd'hui les cobalt, la transition énergétique. Comment utiliser cet outil comme étant un outil de chantage sur le plan international pour exister, vivre, introduire dans la pensée politique? On n'en fait pas. C'est une utopie encore. C'est une réalité. D'autres vivent de ça. Nous vivons juste la quotidienneté de la bêtise et on est content avec ça. On dit que les restes sont des utopies. Et donc, c'est introduire au cœur des partis politiques. C'est pour ça qu'il faut deux partis politiques avec des pensées politiques et des penseurs. Quand on parle de Macron, qui est venu nous humilier ici à un moment donné, Macron est collé à rigueur. Il a même été son assistant. Quand on parle d'Alexandre le Grand, on parle d'Aristote. Voyez-vous, quand on parle des grands de chez eux comme Marc Aurèle, c'est un empereur philosophe. Ce qui fonde les règles sociales, c'est la philosophie politique et rien d'autre. Ce sont les idées. Cher monsieur qui a posé la question, ce sont les idées et rien d'autre. Si on vous a menti, il suffit de sortir dans la rue, de se trémousser, avoir un t-shirt, un savon pour modifier les cours des choses,
Vous vous trompez jusqu'à ce qu'on nous prenne ces pays, on les découpe en morceaux par ceux qui ont compris qu'il faut travailler pour arracher ce pays. Ça, c'est un élément que vous devez intégrer. Croyez toujours en l'utopie dans ce qu'on vous dit, mais vous croyez en la vérité quand la terre sera prise. Daniel m'a posé la question sur la cohérence des discours et tout ça. Moi, en fait, on est des médecins de la cité, des âmes, par rapport au processus électoral et tout ça. Ça ne me touche pas tellement. Je suis plutôt dans la formulation des Erasme, l'éloge de la folie. Erasme dit, je suis là juste pour épingler les erreurs de la cité. Je ne cite personne. Je n'ai pas cité, dire, oh, tel a fait ça, tel a fait. Non, 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 non. Je dis simplement, je suis là pour épingler toutes les maladies, toutes les pathologies plutôt, qui gangrènent notre cité. Elles sont là. Vous les voyez. Est-ce que nous avons la médication appropriée pour notre santé? Non. Est-ce que nous avons des écoles appropriées pour notre éducation? Non. Est-ce que nous avons des routes appropriées pour notre circulation? Non. Est-ce que nous pouvons partir d'un point à l'autre facilement? Non. Mais ce sont les pathologies. En vérité, ces pathologies, on ne peut pas les déclarer comme ça parce que nous les vivons. Voyez-vous, ce sont des choses aussi basiques qui font que si on n'a même pas la capacité de pouvoir s'interroger, voir les reflets de notre miroir, dire ça ne va pas, c'est qu'on est profondément malade. Et que dire que chaque fois qu'on va épingler ces travers et qu'on pense leur porter une petite médication, c'est une utopie. Ah non, ça ne va pas ici, je ne peux pas rouler chez moi facilement parce que les routes sont... Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Non, c'est un mythe. Mais la rue, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. La question, quelle est la médication à cette réalité? D'où nos petites propositions dans nos pérégrinations spirituelles et philosophiques. On vous apprend des choses pour pouvoir réfléchir autrement, penser autrement. Souvenez-vous, le monde pauvre, sans votre éducation, vous savez qu'il n'a même pas un bac, donc un diplôme d'État. Mais la force, la puissance de la pensée. Dans un texte, je vais clôturer là-dessus, juste pour là-dessus la pensée encore, Jack London dit à sa fille, je n'ai pas de dollars à te donner, à te laisser. J'ai à t'apprendre ce qui te permet, dans le monde de l'esprit, de la connaissance de la pensée, ce qui va te permettre de contrôler ceux qui ont les dollars. Parce que tu seras au-dessus. L'esprit, la pensée est largement supérieure à tout matériel. La preuve, on parle de Socrate, on parle de Platon, quid des milliardaires de l'époque et des souverains? Qui les connaît? Personne. Ces idées ont traversé les temps jusqu'à sécher. Ici aujourd'hui, notre grande célébrité qui est Moutimbe, on ne parle que de lui aux États-Unis. Toutes vos célébrités politiques et milliardaires, on n'en parle pas aux États-Unis. Moutimbe, c'est une star entre les eaux. C'est vrai qu'il a dit dans ses textes, nous qui avons appris à être des moutons, est-ce que nous sommes assez mûrs pour la révolution? Parce que les moutons ne font pas la révolution. Merci. Une question m'a été posée sur si toutes les filles devaient aller à l'école. Et dans mon projet, quelle est la place de l'éducation? Est-ce que la citoyenneté devait être contextualisée par mimétisme ou c'était avec un détachement? La femme. Si on regarde notre histoire, et là je tiens ça de M. Sourier, qui a écrit des textes sur les droits, dans la période antérieure à notre indépendance, la femme dans la société congolaise, particulièrement dans l'espace Kasaï, avait une place prépondérante qui a muté en fonction des contacts avec l'extérieur, des règles venues de l'extérieur qui nous ont imposé un machisme. Un exemple simple, Soye nous parle du mariage. Il nous dit, les mariages dans certaines communautés, sinon la majorité des communautés, il y avait l'apport pour la dot de deux parties. La dot consistait à pouvoir installer les deux personnes qui allaient se marier. La famille de la femme s'occupait de tous les nécessaires par rapport à la gestion de la maison.
la famille de l'homme, amener tout ce qui est nécessaire par rapport à l'activité principale de l'homme. C'est-à-dire pour la chasse, un fusil, une machette pour le travail de champ ou une houe. Ce sont les outils qui avaient été amenés, qui devaient être amenés pour les comptes de l'homme, et la femme a amené aussi les outils pour la gestion de la maison. Ce qui fait que la place prépondérante de la femme, parce que la femme étant cette maille qui unit les générations, elle doit contenir tous les nécessaires à la fois de la situation actuelle et de la projection. Nous voyons par exemple que les filles qui se marient très tôt dans nos villages, qui n'ont pas d'éducation, qui n'ont pas de formation, perdent leurs enfants beaucoup plus tôt, pour la simple raison que même pour un simple médicament, elles ne savent pas lire la posologie. Si vous n'avez pas donné une place prépondérante à la femme, la société ne peut pas avancer. La femme a la première place sociale, parce que c'est la première école de chaque enfant. Cette capacité à comprendre l'enfant, à lire l'enfant, la psychologie, sa profondeur, ses souffrances, ses malheurs, à déceler, à donner des solutions, exige une éducation très profonde et très forte. D'où une des religions du livre, qui est le judaïsme, prévoit les passages où le maintien dans la société judaïque par la femme, en lui accordant l'éducation nécessaire. Vous voulez qu'on ait des solutions à nos problèmes? Éduquez les femmes. Elles sont moins corruptibles par ailleurs. Contrairement aux hommes qui sont très corruptibles, les femmes le sont un peu moins. Ce sont des statistiques tout à fait connues de tous, sur le plan psychologique et tout ça. Donc par conséquent, la première place au sein des institutions d'éducation doit d'abord revenir à la femme. Pas la femme qui s'est plainte pour être l'égale de l'homme, la femme qui veut être supérieure à l'homme parce que c'est elle qui est la maille qui unit les générations. Il faut qu'on puisse intégrer ça. Ça peut faire mal en tant qu'homme parce que, sur le plan de la pensée, la structuration de la pensée, elle nous est un peu supérieure. Je suis désolé, mais ce sont des vérités scientifiques aujourd'hui. Maintenant, est-ce que ça suffit? Non. Il lui appartient à la femme de pouvoir non pas faire la quête de l'égalité, mais faire la quête de son humanité. C'est deux choses différentes. La quête de l'égalité n'a aucune valeur. Les hommes entre eux ne peuvent pas être égaux. Les hommes sont différents. Chacun a ses dons, ses capacités, ses possibilités, tout ça. On n'a pas tous les mêmes dons. C'est-à-dire on vous donne un ballon de football, pour vous entraîner pendant 1000 ans, vous ne ferez pas face à un Messie, vous n'avez pas les compétences et les dons par rapport à ça. Dans tous les domaines d'activité de la vie, ce sont les dons. Que chacun aille vers son don. Ça, c'est Oswald Spengler qui l'a dit dans un texte magnifique, Le déclin de l'Occident, où il exprime qu'effectivement la nécessité d'aller vers son don pour pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, il y a très peu de dons, notamment en politique, mais pléthore des candidats pour aller en politique. Ce n'est pas parce qu'on a les dons pour pouvoir exprimer la modification de la société, mais c'est parce qu'on a besoin de vivre au crochet de la République et par conséquent, on ne pourra pas s'en sortir sur cette base-là. Et je m'arrêterai là pour dire que la femme, je répète, la femme, madame, honorable Solange, il va falloir peut-être revoir un peu l'approche. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure, mais la femme étant la maille qui unit les générations ne doit pas être l'égale de l'homme, comme l'homme doit être l'égal de l'homme. Nous sommes tous différents en fonction de nos dons, des compétences. Il appartient à la société de nous permettre de pouvoir les peaufiner, les structurer, les porter et les dispatcher pour éclairer la cité. Merci.